dans ces conditions. Alors, on va entamer tout de suite. Le diagnostic de la diarrhée chronique, c'est un diagnostic qui est facile. Là, il y a 3 éléments, on va les voir tout de suite. Le diagnostic positif, il est assez évident. Par contre, le diagnostic étiologique est parfois très difficile. Il y a plusieurs étiologies qui sont souvent intriquées. Et, il faut surtout éviter de faire des examens complémentaires totalement inutiles ou coûteux, qui sont parfois invasifs pour le malade. Il faut surtout savoir faire des examens hiérarchisés. C'est-à-dire, quand on suspecte quelque chose, on fait l'examen complémentaire qui va nous permettre de poser le diagnostic. Un petit rappel des définitions pour la diarrhée aiguë. Je pense que vous avez déjà vu ça dans votre cours. C'est une diarrhée qui évolue depuis moins d'une semaine. En général, on peut tolérer jusqu'à 14 jours de diarrhée. Pour la diarrhée prolongée, c'est entre 14 et 28 jours. Et pour la diarrhée chronique, c'est une diarrhée qui évolue depuis plus de 4 semaines. Donc depuis plus de 28 jours. Il y a 3 critères pour le diagnostic. Donc, soit c'est des selles trop abondantes, le poids est supérieur à 300 grammes par 24 heures, soit elles sont trop fréquentes, c'est-à-dire supérieures à 3 fois par jour, ou elles sont trop liquides. Une chose à retenir, la diarrhée chronique, c'est une diarrhée qui évolue depuis plus de 4 semaines, avec une augmentation du volume ou de la consistance des selles. La diarrhée doit être différenciée de 3 éléments. Premièrement, la fausse diarrhée de la constipation. On va voir que certains patients constipés, porteurs d'un syndrome de l'intestin irritable, peuvent, par exemple, rester plusieurs jours constipés et après présenter une débâcle diarrhéique. Ça, c'est pas de la diarrhée chronique. Il y a aussi l'incontinence anale ou l'incontinence fécale. C'est des malades qui ont une anomalie au niveau du sphincter. Ils ne peuvent pas retenir le contenu de rectus sigmoïde. Et là, ils vont présenter de l'incontinence. Donc, ils vont présenter une sorte de carte. Ils ne peuvent pas contenir les selles et on parle d'incontinence fécale. Troisième diagnostic différentiel, c'est le syndrome rectal. Le syndrome rectal, c'est l'évacuation de glaires mucopurulentes. Le patient ne va pas à la selle. Par contre, il va y avoir une émission de glaires, parfois purulente, mucopurulente, parfois sanglante. Et le syndrome rectal associe 2 signes. Ce sont les douleurs, les contractions douloureuses, ce qu'on appelle les étreintes. Et le deuxième signe, ce sont les ténèbres, c'est-à-dire des faux besoins. Le malade va avoir une envie d'aller à la selle, et quand il part, il n'y a que du gaz, il n'y a que de l'air qui sort. Ça, c'est ce qu'on appelle du faux besoin. Le malade a besoin d'aller à la selle, et quand il part, il n'y a rien de tout. 3 diagnostics différentiels, la fausse diarrhée du constipé, l'incontinence fécale et le syndrome rectal. On le voit beaucoup plus dans les colites basses, par exemple dans la personne. On va laisser les questions à la fin de la conférence. L'approche diagnostique, comme tout symptôme clinique, on va passer par l'anamnèse, par l'examen clinique, et après, on va voir les examens complémentaires nécessaires. Pour l'anamnèse, en premier, les antécédents personnels, puis familiaux. Pour les antécédents personnels, en cas de diabète chronique, il faut axer notre interrogatoire sur certaines pathologies assez particulières. Il faut toujours demander s'il y a une notion de radiothérapie sur l'abdomen ou sur le pelvis. Je vous ai dit déjà dans les cours précédents, par exemple pour l'atteinte radique du grêle, il faut toujours poser la question, surtout aux femmes, s'il n'y a pas eu de radiothérapie pour les dénoplasies, par exemple, du col ou de l'endomètre. En général, c'est les radiothérapies pelviennes
hein, qui sont pourvoyeuses de syndrome de Grell-Raynaud. Vous posez la question s'il n'y a pas de maladie endocrinienne, de l'hyperthyroïdie, de diabète, on va voir après le mécanisme, ou comme une maladie rhumatologique ou autoimmune, comme spondylarthropathie, là c'est la B27 qui se touche, la SPA, la spondylarthrite ankylosante, qui peut être, par exemple, associée à des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Il faut poser la question s'il n'y a pas eu de notion de résection intestinale, avec une résection de l'intestin, par exemple une gastrite méthode, on va voir par la suite, complications de certaines chirurgies peuvent engendrer au fil des années de la diarrhée chronique par un mécanisme particulier. Il faut poser la question des médicaments. Il faut savoir qu'il y a des médicaments qui peuvent engendrer de la diarrhée chronique, par exemple certains antibiotiques, la colchicine, un inflammatoire un peu particulier, les antidiabétiques oraux, comme les biguanides, comme la carpose, qui est par exemple responsable des colites microscopiques. Colite microscopique, ça veut dire que c'est une inflammation chronique de la paroi du côlon qui est macroscopiquement non identifiable à l'endoscopie. En cas de colite microscopique, son nom l'indique, l'inflammation elle est microscopique. On pose le diagnostic sur l'étude histologique des biopsies. Vous faites des coloscopies, la paroi du côlon est tout à fait normale, mais sur la biopsie, on retrouve une inflammation spécifique. Il y a des colites, ce qu'on appelle des colites collagènes, il y a des colites eosinophiles. C'est une maladie un peu particulière, hein, qui peut se manifester par de la diarrhée chronique et en général, la première cause, c'est la prise de médicaments assez particuliers, comme la carpose. On peut avoir par exemple le cyclophosphamide, c'est un médicament qu'on donne pour la maladie hémorroïdaire. Vous allez voir quand vous allez le donner chez vos patients, hein, c'est un médicament qui est assez laxatif. Il a un effet laxatif et une prise prolongée, par exemple au-delà de 3 mois, qui peut se compliquer par une diarrhée chronique. On va voir par exemple le lansoprazole, un type d'inhibiteur d'apprentissage, il a été aussi incriminé. Il y a aussi de la ranitidine, il y a certains antidépresseurs qui peuvent être responsables. Enfin, il faut toujours poser la question sur les médicaments et leur durée de prise et aussi l'arrêt, quand est-ce qu'il a été fait. Est-ce qu'il est par exemple moins de 3 mois, plus de 3 mois par rapport au début des symptômes. Dernier, il faut aussi poser la question concernant le régime alimentaire. Est-ce que, par exemple, le patient ne consomme pas un aliment ou par exemple un édulcorant particulier de manière excessive qui prend tous les jours et certains aliments peuvent donner de la diarrhée chronique alors que le malade ne présente aucune maladie organique. Les antécédents familiaux, la pathologie principale, il faut poser la question s'il n'y a pas de mutation dans la famille, s'il n'y a pas de pathologie cancéreuse. En général, on pose la question sur le cancer colorectal et il n'y a pas de maladie auto-immune ou de maladie inflammatoire chronique. Jamais oublier la question sur des maladies familiales d'origine auto-immune, ou les cancers digestifs. Les caractéristiques de la diarrhée sont très importantes. À partir de l'interrogatoire, on peut déjà s'orienter vers l'origine de la diarrhée. Poser la question sur le mode de début, pour déjà poser votre diagnostic. Un test soudain, progressif, la durée, moins de 4 semaines, plus de 4 semaines. L'aspect des selles, par exemple, si vous avez des selles qui contiennent des éléments anormaux, de l'air, du sang, on oriente déjà vers une diarrhée d'origine pariétale, une atteinte de la paroi. En général, quand il y a de l'air et du sang, 90% l'atteinte des coliques, d'origine inflammatoire. S'il y a par exemple des éléments non digérés dans les selles, c'est un signe qui va orienter vers la diarrhée motrice. Les aliments n'ont pas le temps d'être digérés par l'intestin
elles sont évacuées dans le sel rapidement. Il y a une accélération du transit par hypermotilité, par une augmentation de la motricité de l'intestin à cause d'une maladie, des on va par la suite. L'horaire, en général pour les diarrhées motrices, hein, la diarrhée, elle est postprandiale, précoce. Le malade, dès qu'il mange, il a l'envie d'aller à la selle, parfois même avant la fin du repas. Ça, c'est un critère. Et, par exemple, si la diarrhée, elle est dans la journée et aussi dans la nuit, donc elle dure nocturne, c'est un signe évocateur d'une diarrhée d'origine organique. Donc, la diarrhée elle est d'origine fonctionnelle en général, le malade souffre la journée, mais le soir, dès qu'il dort, il a plus de symptômes, mais dans la diarrhée d'origine organique, le symptôme général, il est dans la journée et même le soir. Poser la question si, par exemple, la diarrhée s'améliore avec le jeûne, si elle ne s'améliore pas. Par exemple, les diarrhées motrices, par hypermotilité, la diarrhée en général, elle est soulagée par le jeûne. Si le malade s'arrête de s'alimenter, ou par exemple, s'il prend des ralentisseurs du transit, la diarrhée s'arrête. Par contre, quand la diarrhée est d'origine organique, pas d'origine motrice, la diarrhée ne s'arrête pas par le jeûne et ne répond pas au traitement ralentisseur. Vous recherchez aussi des symptômes digestifs hormis la diarrhée, si le patient présente par exemple des douleurs, des nausées, des vomissements, des signes extra-digestifs qui peuvent vous orienter vers telle ou telle étiologie. Il y a par exemple une atteinte particulière, une atteinte oculaire, ou par exemple une atteinte dermatologique particulière. J'ai vu dans les cas cliniques concernant par exemple la dermatite herpétiforme, qui peut nous orienter vers le diagnostic de maladie cœliaque, et aussi faire un examen sommaire, un examen général, et voir l'état général du malade, s'il y a par exemple des symptômes infectieux, chroniques, s'il y a par exemple il y a du flush. Le flush syndrome, il peut être associé à des tumeurs carcinoïdes, tumeurs d'origine endocrine. Le flush, c'est quoi? Le flush, c'est un érythème qui survient de façon transitoire. Il peut toucher par exemple le thorax, le visage surtout, et le syndrome, le flush syndrome, il comporte l'érythème avec d'autres symptômes. Donc, il y a des bouffées de chaleur, des douleurs abdominales qui sont associées à de la diarrhée. Le malade va présenter un érythème au niveau du visage, au niveau du thorax, des bouffées de chaleur, des douleurs abdominales, des crampes, et suivi de diarrhée. Tout ça, regroupé, on l'appelle le flush syndrome. Et il est associé en général à des tumeurs carcinoïdes, tumeurs d'origine endocrine. Tous ces symptômes sont secondaires aux sécrétions tumorales de ce genre de carcinome. Ils vont sécréter surtout de la sérotonine. Quant à l'examen clinique, on va estimer le poids du malade. Si la ne pas, on fait un examen de l'appareil digestif, on va rechercher une masse morale, un langage nasalier, surtout un examen de la région périnérale, par exemple, la fistule anale, fistule anale plus d'une diarrhée chronique, toujours avoir à l'esprit la Dupron. Pour rechercher au niveau des tibuments, pardon, des muqueuses, des signes de syndrome carentiel. Par exemple, s'il n'y a pas de pâleur, s'il n'y a pas des ongles cassants, des cheveux fragiles, infectieux, s'il n'y a pas, par exemple, une glossite, une inflammation de la langue, tout ça peut nous orienter vers l'origine de la diarrhée, probablement par malabsorption, et il faut palper les aliments pulmonaires, la recherche d'une localisation pulmonaire du tumeur digestif. Là, résumé un petit peu par certains
certains symptômes, certains signes cliniques, hein, et en parallèle, la pathologie qui peut être responsable. Par exemple, en cas de glossite, en cas d'anomalie des phaneres, comme je viens de le dire, en cas de perte de cheveux, en cas d'ongles abîmés, cassants, on est surtout orienté vers le syndrome de non, le syndrome pharyngiel. Si on a une dermatite infectiforme, on va penser plutôt à la cœliaque. En cas de syndrome hémorragique, c'est extrêmement muqueux. Donc, il y a des hématomes au moindre petit traumatisme. Là, on va penser à une anomalie de malabsorption de la vitamine K, par exemple. Dans la mastocytose, on ne va pas détailler. S'il y a une polyadénopathie qui concerne une origine lymphomateuse, par exemple une VIH, s'il y a un goitre nodulaire, il faut penser à l'hyperthyroïdie, un cancer nodulaire hyperthyroïde, et s'il y a des signes dysautonomie, avec une hypertension prostatique, il faut penser au diabète et certaines maladies neurologiques. Concernant les examens complémentaires, on ne va pas tout faire en bloc, on va les partager en deux parties. Il y a des examens de première intention, de vous avez un malade qui présente une diarrhée chronique, vous posez le diagnostic, faites votre interrogatoire, votre examen clinique. Il y a des examens complémentaires à faire en première ligne. Après votre raisonnement, après ces examens, si vous n'avez pas de fil conducteur, vous n'arrivez pas à mettre une étiquette politique, on pourra passer à des examens de deuxième intention, qui sont des examens assez coûteux, assez rares. En première intention, c'est un examen biologique complet, on la recherche surtout des symptômes potentiels, une formulation sanguine, et par ses caractères, synonyme microcitaire, synonyme d'origine inflammatoire, général à l'énormité, synonyme macrocitaire, on va penser à une apparence de vitamine B12, un bilan épinaire, un ionogramme. Célie, pardon Oui. Pardon de t'interrompre. Le son Oui. est très très mauvais. Ah bon? Le son est très mauvais. Rapproche-toi de l'ordinateur ou la dire un Moi, cul. j'étais très proche de l'ordinateur. Donc là, c'est mieux. Ah, là, c'est mieux. Ah, très bien. Alors, vas-y, je compte. Alors, on continue avec les examens de première intention. Donc, ionogramme, sanguin urinaire complet, doser les facteurs de coagulation, le taux de fer sanguine, le fer sérique, les composés de protéines, sérologie de VIH, et on va faire un dosage des antitransglutaminases dans les équipes, il y a des gens qui disent que c'est systématiquement, et on va voir par la suite comment on va procéder, quel type de doser. Donc, c'est ce qu'il m'a dit, on va aussi faire un dosage de la TSH pour voir s'il n'y a pas une dysphorie. On va faire un examen parasitologique des seins. J'ai mis entre parenthèses pas de culture, sauf chez l'immunodéprimé. En cas de diarrhée chronique, il y a, en général, c'est juste l'atteinte parasitaire qui peut donner une diarrhée supérieure à 4 semaines. Les atteintes bactériennes sont responsables de diarrhée aiguë. Sauf chez l'immunodéprimé, parfois certaines bactéries peuvent donner de la diarrhée chronique. Il faut retenir qu'en cas de diarrhée chronique, il ne faut pas demander plutôt que de culture si vous ne suspectez pas un déficit immunitaire spécifique. On demande juste une parasitologie de ça. On passe aux examens morphologiques, donc radio-endoscopique, l'endoscopie haute avec biopsie gastrique duodénale, des biopsies duodénales pour rechercher une atteinte proximale. Et on fait aussi des biopsies gastriques, surtout des biopsies fundiques à la recherche, par exemple, une anémie virale. On va voir par la suite que même la gastrite peut donner. Célie, pardon de t'interrompre encore une fois. Oui. The quality is very bad. It's very bad. Le son. Vas-y. Okay. Les examens endoscopiques,
vous ai dit qu'on commence par une endoscopie haute avec des biopsies gastriques et duodénales, et on fait une iléocoloscopie avec des biopsies iléales et coliques étagées, même si la muqueuse paraît normale. On va parler dans les premières plaques, on peut avoir par exemple une colite microscopique, donc pas de lésion muqueuse, mais il y a de l'inflammation qui est histologique, donc qui est découverte à l'examen anatomique. Il n'y a pas de lésion du relief au niveau de la part. Sur le plan imagerie, une échographie abdominale, voire un TDM abdominopelvien peut nous aider. Ça, c'est pour les examens de première intention. Et les examens de deuxième intention sont des examens spécialisés. Il y en a certains qui sont faits dans des centres externes. La majorité, malheureusement, ne sont pas en Algérie. Actuellement, par exemple, pour faire le diagnostic d'une insuffisance pancréatique exocrine, on ne va pas aller de l'élastase, on se fait à l'imagerie. Mais ça, c'est pour sur le plan théorique. Les examens de deuxième intention, il y a certains dosages qu'on peut faire au niveau des selles. Et il y a aussi des examens morphologiques un peu particuliers. Pour les examens des selles, en général, ils se font après une collecte de 3 jours. Donc, on fait un calogramme de 3 jours. On récolte les selles pendant 3 jours. Et on peut doser, par exemple, le taux de graisse dans les selles. Quand il est supérieur à 6 grammes, on parle de stératopée. C'est un signe de malabsorption des graisses. On peut le voir dans plusieurs pathologies. On peut doser aussi la cléarance de l'alpha-antitrypsine. Elle va signer une fuite protéique au niveau de la paroi du tube digestif. Donc, on dose l'alpha-antitrypsine au niveau sanguin, au niveau des selles, et il y a un rapport à utiliser. Et si le test est positif, on va dire qu'il y a une perte de protéines au niveau de la paroi du tube digestif. On peut aussi, par exemple, faire le test de Charmat, mesurer le temps de transit orofécal. On le faisait avant pour les diarrhées, par exemple, d'origine motrice. On donne des sucre particulier qui est coloré en rouge. On le donne à boire en malade et on va attendre de voir la première selle rouge qui apparaît. Par exemple, si les selles rouges apparaissent moins de 8 heures après la prise, ça veut dire que le transit est accéléré. On fait aussi un ionogramme fécal pour mesurer le trou anionique et faire la différence, par exemple, entre une diarrhée osmotique et une diarrhée septique. Une diarrhée osmotique, ça veut dire qu'il y a un élément au niveau de la lumière de l'intestin qui va faire un appel d'eau, un phénomène d'osmose. C'est le cas, par exemple, des laxatifs osmotiques qu'on donne pour la préparation physique, qu'on donne par exemple du sport, un autre laxatif osmotique. C'est ça le but. Ce sucre, il n'est pas absorbé par la paroi de l'intestin et arrivé au niveau de la lumière, il va faire un appel d'eau et va liquéfier les selles et provoquer de la diarrhée. C'est ça ce qu'on appelle une diarrhée osmotique. La diarrhée sécrétoire, par contre, c'est la paroi qui va sécréter et qui va exuder elle-même. Il y a aussi d'autres dosages un peu particuliers. On peut doser l'élastase fécale, qui est non sympancréatique, et si son taux est diminué au niveau des selles, on peut dire qu'il y a peut-être une insuffisance pancréatique exocrine. La diarrhée et l'hypoglykémie luminale et probablement à cause d'une insuffisance pancréatique. On va voir que pour 90% de pertes d'hypertension pancréatique, pour avoir une insuffisance et des signes cliniques. On peut faire une recherche de laxatif anticatabolique
sont des dosages un peu particuliers. Les laxatifs antiaquinoniques, c'est ce qu'on voit sur le marché. Après, ils sont associés au charbon ou à d'autres laxatifs. Les feuilles de sémier, la rhubarbe, ce sont des laxatifs d'origine végétale qu'on peut donner pour la constipation occasionnelle, mais il ne faut savoir que ce genre de laxatifs peuvent engendrer par la suite, s'ils sont donnés à forte dose ou pendant une durée assez longue, hein, ils peuvent donner ce qu'on appelle de la mélanose colique, une sorte de colique spéciale et qui peut provoquer de la diarrhée chronique. Dans certains centres experts, on peut même doser ce genre de laxatif au niveau de notre dosage, c'est la calprotectine fécale, qui est une protéine de l'inflammation. On l'utilise surtout dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. On fait le dosage, par exemple, voir si la maladie, si la muquée est active, si elle n'est pas active, s'il y a par exemple une récidive post-opératoire ou pas. Il y a même certains qui l'utilisent avant une endoscopie, par exemple chez quelqu'un qui est opéré. On revoit par exemple à 6 mois pour le reclasser, voir si on met un traitement d'endoscopie ou pas. Il y a certains qui dosent la calprotectine pour voir si on fait une endoscopie ou pas. Donc, il faut retenir le chiffre de 50 microgrammes par gramme de sel. S'il est supérieur à 50, on est sûr qu'il y a une pathologie inflammatoire au niveau de l'intestin. Par exemple, si on revient au outil, si le taux est supérieur à 250 microgrammes par gramme de sel, donc la multi est active, il faut revoir le traitement. Et pour les malades opérés, donc post-opératoire, il faut retenir le chiffre de 100. S'il est inférieur à 100, on peut dire que 92%, on n'a pas de récidive. Et ça, c'est tout. Pour retenir calprotectine, on fait le dosage surtout pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Tests respiratoires, on les utilise pour deux maladies particulières, soit pour une malabsorption du sucre, donc on fait le test au sucre qu'on suspecte que le malade n'absorbe pas, et deuxième pathologie, c'est pour la pullulation microbienne, la colonisation bactérienne chronique. On va le voir rapidement tout de suite. Test respiratoire à l'hydrogène marqué, on l'utilise pour deux maladies particulières, soit pour la pullulation microbienne, soit pour la malabsorption de certains sucres. Les examens morphologiques, si on n'arrive pas, après les examens de première impression, identifier la cause, on peut aller jusqu'à, par exemple, l'enterrement scanner, vidéocapture endocrinale, une convention contre l'IRM, les conduites vidéoconférentiques, pour examiner les contrats. Et on a aussi des examens hormonaux un peu spécialisés. On peut doser, par exemple, la gastronomie, on peut faire le dosage pour les tumeurs endocrines, le dosage de la sérotonine, des 5-cachemats itinéraires, donc la chromogramme A. On peut doser de la tyrocalcitonine, si on suspecte, par exemple, carcinome de l'endocrine, ou vasoactive intestinal peptide, VIP, si on suspecte un gluten. Maintenant, on va voir le diagnostic étiologique. Je vais essayer de faire une classification selon le mécanisme de la diarrhée. Première cause, premier chapitre, c'est la diarrhée chronique par malabsorption. Les caractères de la diarrhée sont assez particuliers. La diarrhée, elle est de gros volume, elle est abondante, elle est pâteuse, elle est graisseuse, malabsorption de graisse, mais elle est souvent associée à un syndrome cardiaque. Il y a une malabsorption, il y a les micronutriments ne sont pas absorbés au niveau intestinal, et ça se traduit cliniquement par un syndrome carentiel. Donc il y aura un amaigrissement, il y aura de l'anémie, il y aura une ostéomalcie, une carence de vitamine D non calcium, un syndrome hémorragique, par une carence en vitamine K, on peut avoir des œdèmes de membres inférieurs ou carrément un hasard, par hypoxie sévère. Un hasard, ça veut dire qu'il y a une polycérite, il y a toutes les cirrhoses qui sont inondées et qui sont associées à des œdèmes de membres inférieurs.
qu'on appelle un anomalie. Polycérose, ça veut dire qu'il y a plusieurs cirrhoses qui sont inondées, acide de fonction pleurale, voire même une fonction péricardique, associées à des œdèmes de membrane. Donc, tout ça, on appelle anomalie. Il faut avoir, par exemple, des signes neurologiques, s'il y a des déficience en vitamine D. Sur le plan biologique, on a des uniquement s'il y a anémie, des signes d'anémie, ça va se traduire biologiquement par des anomalies apportées, une hypocalcémie, une hypoprotéinémie, une destétité, et peut faire par exemple un examen de sel et confirmer une malabsorption de graisse, mais ce n'est pas des examens de pratique courante, en général on les fait. Donc pour les causes, elles sont partagées en trois catégories. La diarrhée par malabsorption, on peut la classer soit une cause préentérocytaire, c'est-à-dire la cause elle est luminale. L'anomalie, elle est au niveau de la lumière de l'intestin, elle n'est pas au niveau de la paroi, ni derrière la paroi. Une cause préentérocytaire, donc avant l'entérocyte, il y a une anomalie au niveau de la lumière. Par exemple, il y a des enzymes qui manquent pour la malabsorption, pour la digestion. Et par exemple, il y a une pulvération microbienne. Il y a des bactéries qui vont détruire et qui vont engendrer de la diarrhée par maldigestion. Première cause préentérocytaire, c'est l'insuffisance pancréatique exocrine. Donc on aura une baisse des enzymes d'origine pancréatique au niveau de la lignée intestinale qui vont se traduire par une malabsorption des graisses. Et ou une malabsorption des sucres. On peut l'avoir dans la pancréatite chronique et dans les cancers du pancréas. Et je vous ai dit que des facteurs indiques sont des parenthèses pancréatiques pour avoir des signes cliniques ou biologiques de l'insuffisance pancréatique exocrine. Pour le diagnostic positif, l'élastase fécale ne la fait pas, on a besoin de et on se fie en général à l'émotion. Donc on fait l'échographie, on fait beaucoup plus le scanner ou l'échoendoscopie de l'ion pancréatique. Ça, c'est tout le cas. On peut avoir de la diarrhée préentérocytaire à cause de cholestase chronique. C'est un obstacle à l'écoulement de la bile. Il n'y aura pas d'acide biliaire au niveau de la ligne intestinale et qui va se compléter par une malabsorption de graisse. Donc, soit il y a un obstacle au niveau de l'écoulement de la bile, soit, par exemple, il y a une anomalie du cycle entérohépatique. Il faut savoir que les acides biliaires qui sont sécrétés, ils vont faire leur boulot au niveau de l'intestin, vont permettre une absorption des graisses et ils vont être réabsorbés au niveau du lion terminal et repasser dans la séquence veineuse, remonter vers le foie, ainsi de suite. Donc, s'il y a de grosses réjections au niveau du lion distal, on aura une baisse progressive du capital des acides biliaires et qui va se traduire par la suite par une malabsorption des graisses. On aura une baisse du taux d'acide biliaire avec le temps et ça va se compléter par une malabsorption des graisses. La troisième cause, c'est la pullulation bactérienne des grêles, la colonisation bactérienne chronique des grêles. Il faut savoir que l'intestin grêle, surtout proximal, il est presque stérile. On peut retrouver des bactéries au niveau de l'intestin grêle distal et du côlon, bien sûr, et il y a certaines maladies qui vont se compléter par une augmentation du nombre, une augmentation anormale du nombre de bactéries au niveau de la lumière de l'intestin. Il faut savoir que pour la population microbienne, il y a trois grandes lignes d'étiologie. Donc, soit on peut être devant un défaut de clearance, clearance de sécrétion des aliments dans le sens oral latéral anormalement faite, parce qu'il y a une sténose, ça va pousser les bactéries à
se multiplier, il va avoir des gros diversités au niveau de l'intestin, donc ça va stagner. Donc, toute anomalie qui plonge dans une stagnation au niveau de l'intestin peut se compléter par une filiation bactérienne, soit à des diversités de sténose de n'importe quelle origine, sténose d'origine inflammatoire, d'origine tumorale, certaines chirurgies de l'intestin grêle, certains montages chirurgicaux peuvent se compléter par une filiation microbienne, et on a aussi des pathologies très particulières qui sont les POI, les pseudo-obstructions intestinales chroniques. Je vous ai parlé dans le cours sur les vomissements, sur cette pathologie. C'est une atteinte de la musculature, de l'innervation de l'intestin grêle, qui sera responsable d'une sorte de paralysie de l'intestin, et elle va se manifester cliniquement par des syndromes cognitifs récidivants, subcognitifs récidivants. Et quand on fait des endoscopies, des examens radiologiques, on ne retrouve aucune anomalie anatomiquement visible, macroscopiquement visible. Et le diagnostic, on se fait après une résection sédimentaire ou des biopsies chirurgicales de l'intestin, et l'étude histologique, on va rechercher une atteinte particulière de l'innervation ou du musculolisme de l'intestin. Donc, trois catégories de maladies. Soit il y a un défaut de clearance, en cas de sténose, de diversité de montages chirurgicaux, soit il y a un reflux gastrocolique, par exemple, on fait des fistules entre le côlon et l'estomac, une fistule d'origine tumorale, s'il y a par exemple une résection de la valvule iléocécale, un reflux de sel, du côlon vers l'intestin grêle, et on aura une pullulation microbienne de l'intestin. Le troisième mécanisme, c'est la diminution de défense au niveau de l'intestin. Par exemple, on avait dit beaucoup de riz, de baisse de production de l'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, on peut avoir, chez certains malades, une pullulation microbienne du grêle. En cas de gastrite horizontale, par exemple, ou en cas de gastrite atrophique. En cas d'achlorhydrie, il n'y a pas du tout de suspension acide, on peut avoir une pullulation microbienne. Donc, trois mécanismes: défaut de clearance, diminution des défenses et le reflux cologastrique. On a vu les causes pré-entérocitaires, donc les causes luminales. On passe aux causes entérocitaires, c'est-à-dire que l'anomalie responsable de la diarrhée par malabsorption, elle est au niveau de la paroi, elle est au niveau de l'entérocyte, elle est au niveau de la cellule. La cellule qui est malade, la cellule qui est détruite, soit par une infection, soit par un phénomène inflammatoire, un phénomène immunoallergique, et qui se traduit par une diarrhée par malabsorption. Première maladie, le premier chef d'office, c'est l'anomalie cœliaque. On ne sait pas si on va faire le cours sur l'anomalie cœliaque. C'est une entéropathie auto-immune inflammatoire et secondaire à une allergie au gluten. Plus précisément, à une protéine de gluten qu'on appelle la gliadine, qui est une composée de gluten, va se manifester par une destruction de tapis villositaires au niveau de l'intestin, qui peut être touché sur toute sa totalité, mais en général, le maximum de régions, c'est au niveau de l'intestin grêle et proximal. La maladie cœliaque, elle peut se manifester cliniquement plusieurs tableaux. Dans le tableau diarrhée chronique avec syndrome pharyngéal, syndrome de malabsorption, c'est pas bien classique, mais on peut avoir plusieurs formes assez particulières, des formes trompeuses. On peut avoir des tableaux pseudo-théophiles, des tableaux qui ressemblent des troubles fonctionnels intestinaux. On peut avoir, par exemple, juste une anémie péripride. On peut diagnostiquer ça, c'est des malades qui présentent seulement par exemple des douleurs osseuses, par ostéomalacie, une constipation isolée, un anévrisme isolé. Les tableaux sont vraiment très variés. Et si maladie cœliaque est suspectée, le premier examen à faire, on va doser les IGA antitransglutamineuses. Suspicion de maladie cœliaque,
on fait un dosage des IGA anticonflitamiques. Si vous avez un papier, vous pouvez écrire ça, peut être le sujet de l'examen. Il faut doser les IGA anticonflitamiques. Donc, premier, ensuite, on a dit, c'est s'il est positif, on fait une endoscopie avec le dioxyde régional. Si le dosage de IgA anticonflitamique est négatif, hein, on complète les examens biologiques par un dosage d'IgG anticonflitamique. Donc des IgA anticonflitamiques. On fait un dosage des anti-endomysium, donc des anticorps anti-endomysium, et on fait un dosage des IgA total. Est-ce que c'est bien compris? Maladie de cœliaque respectée, on fait un dosage des IgA anticonflitamiques. S'il est positif, on fait une endoscopie avec le IgA, on va rechercher ce que vous dites de maladie cœliaque. Et s'il est négatif, on dose des IgG anticonflitamiques, on fait le dosage des anti-endomysium et des IgA total. Parfois, il y a des malades qui ont un déficit en IgA, donc le dosage des anticonflitamiques etc. sera possible. Donc on fait un dosage des IgA total pour voir si le malade présente un déficit. Ça, c'était le diagnostic. Il faut savoir que la maladie cœliaque, le traitement, c'est le régime sanguin. Pour éliminer le blé, l'orge, les seigle de l'alimentation, l'avoine, c'est un peu discuté. Mais il faut retenir qu'il faut éliminer le blé, l'orge et les seigle de l'alimentation. Et ce régime de l'effet A. La maladie cœliaque peut se manifester par des complications, surtout si le régime n'est pas bien suivi. On peut avoir une résistance au régime sanguin, ce qu'on appelle la stabilité, et on peut avoir même des complications de type moral. La dernière fois, avec le cas clinique, la décision peut se compliquer par l'adénocarcinome et surtout par le lymphome de l'épithète. Première cause entérocytaire très importante, c'est la maladie cœliaque. On peut avoir des parasitoses, par exemple la lambiase, la giardiose, peut provoquer une diarrhée chronique. L'examen qui va permettre de mettre en évidence la de sel. Il faut noter que c'est surtout chez l'enfant, les giardiose qui peut engendrer de la diarrhée chronique. C'est rare qu'il y a d'autres maladies qui peuvent toucher la paroi de l'intestin, détruire les entérocytes. La maladie de Crohn, déjà, une maladie qui peut toucher toutes les digestifs. On peut avoir une maladie de Crohn, une localisation déodorale, qui peut se manifester par une diarrhée par malabsorption. Le grêle radique, le syndrome du grêle court, une maladie multi-opérée, qui a un petit intestin, qui n'arrive pas à digérer, à absorber tous les aliments, lymphome intestinaux, mais aussi la maladie de Whipple, qui est une maladie rare, une maladie d'origine infectieuse, d'origine bactérienne. Le verme s'appelle Tricherium vallei. C'est une maladie qui se manifeste par une diarrhée chronique, avec un syndrome carentiel, des douleurs abdominales, des douleurs articulaires, une atteinte oculaire, une atteinte neurologique, une fièvre prolongée. Le diagnostic se fait par études bactériologiques sur les biopsies de l'intestin grêle possible. On a une coloration un peu particulière qui peut histologique pour permettre d'asseoir le diagnostic. Les causes entérocytaires, le chef de file, c'est la maladie cœliaque, et après, la maladie de Crohn, les causes infectieuses comme le lambiase, la maladie de Whipple, toute la tuberculose, c'est très rare. Le grêle radique, le grêle court et l'influenza. Et la troisième famille de causes, c'est les causes post-entérocytaires.
l'anomalie n'est pas au niveau de la lumière, elle n'est pas au niveau de l'entérocyte, elle est derrière l'entérocyte, elle est dans le circuit de drainage lymphatique. Tout obstacle au niveau du circuit de drainage lymphatique intestinal peut provoquer de la diarrhée chronique. C'est ce qu'on appelle des lymphangiectasies. Soit elles sont primitives, il y a certaines maladies qui sont constitutionnelles, des maladies génétiques, qu'on appelle maladie de Waldman, ce sont des lymphangiectasies primitives, c'est des anomalies des canaux lymphatiques. Et on a aussi des lymphangiectasies secondaires, qui sont secondaires, des obstacles au retour lymphatique, soit par exemple des adénopathies d'origine tuberculeuse, des adénopathies d'origine lymphomateuse, du cancer. Donc, tout obstacle au retour lymphatique de l'intestin peut provoquer, peut être responsable d'une diarrhée chronique. Et pour le diagnostic, en général, c'est l'imagerie. C'est l'imagerie qui va nous aider, le scanner ou l'entéroscanner. On a vu la diarrhée par malabsorption, c'est un mécanisme plus fréquent. Le deuxième mécanisme, c'est les diarrhées motrices. Donc, c'est une diarrhée par hypermotilité, hypermotricité. Une augmentation de la motricité de la paroi du tube digestif va provoquer de la diarrhée. En général, il y a souvent des éléments anormaux dans les selles. Les selles sont nombreuses, mais de petites quantités. Ils sont tous prandiales. Le malade, dès qu'il mange, avant de terminer son repas parfois, il a envie d'aller à la selle. Et c'est une diarrhée qui répond bien aux parents qui sont transit. Vous mettez du loperamide, ça vous soulager. Contexte fonctionnel, on peut faire le test de changement, on parle de examen complémentaire de deuxième nutrition. Si les selles rouges apparaissent en moins de 8 heures, on peut dire que c'est une accélération du transit par hypermotilité. Revenons aux causes. Trois causes à retenir, l'hyperthyroïdie, le diabète et les troubles fonctionnels intestinaux. Les diarrhées d'origine motrice, en 80% des cas, c'est des troubles fonctionnels intestinaux, c'est le syndrome de l'intestin irritable. Mais il faut savoir que c'est un diagnostic d'élimination. Un diagnostic irritable, il faut éliminer les autres causes organiques. En cas de diarrhée motrice, il faut surtout rechercher une hyperthyroïdie. Il ne faut pas le faire avec une thyroïde, faire un dosage d'APSH, mettre de la cervicale. Il faut rechercher, si vous avez le syndrome associé, il faut toujours avoir en tête la phénocarcinine, les dosages particuliers à faire, ça c'est reconnu, il y a le chromogramme A, synthétique vétérinaire, sinon c'est le plan imagerie, c'est le scanner ou la scintigraphie au récepteur de la scintigraphie. On a déjà parlé de tests un peu particuliers qu'on fait en recherche de tumeur carcinogène. Le diabète, mal équilibré, qui dure depuis plusieurs années, il peut se compléter par une inflammation neurologique, une neuropathie, et cette neuropathie va se manifester par une diabète. Et comme je viens d'expliquer, 80% des diabètes motrices sont d'origine fonctionnelle. Pour la diarrhée motrice, il faut surtout des troubles fonctionnels intestinaux. Autre mécanisme, c'est la diarrhée osmotique. On a soit médicaments, qui va faire un appel d'eau, un médicament, un sucre en général, qui va au niveau de la lumière, qui est hyper concentré, qui n'est pas absorbé, il va faire un appel d'eau de la paroi vers la lumière, qui va s'impliquer par la diarrhée. C'est pas mal de laxatifs, le laxatif osmotique, comme la lactulose, comme
pour un laxatif. On va voir chez vos malades, on va pour la préparation, par exemple, de la coloscopie, le sorbitol, qui est un édulcorant, c'est un sucre. Il est pris par certains diabétiques, il est utilisé parfois dans des recettes, dans des médicaments aussi, et on peut le donner même comme traitement de la constipation occasionnelle. Le sorbitol, il est en vente, même dans sachet, de 5 grammes, sont très efficaces en cas de constipation occasionnelle, et tous ces médicaments, ces substances peuvent donner une diarrhée d'origine osmotique. Ce sont des sucres hyper concentrés et qui ne sont pas absorbés. Donc ils restent dans la lumière et ils vont faire un appel. Ils vont inonder, la lumière et provoquer de la diarrhée. Soit on a par exemple un aliment qui est mal absorbé, un sucre par exemple qui est mal absorbé, qui va faire la même chose que, par exemple, les médicaments osmotiques. Si le malade a une anomalie intermédiaire, c'est un intestin grêle, un déficit d'une enzyme particulière, par exemple un déficit en lactase, on ne peut pas digérer ou absorber le lactose, le glucose, le saccharose, n'importe quel autre sucre. Dans ce sucre va stagner au niveau de l'intestin et va provoquer de la diarrhée d'origine osmotique. Il va faire la même chose qu'avec le sucre que vous allez donner pour une préparation que vous allez faire, il va donner un effet laxatif. Pour les aliments mal absorbés, donc un déficit d'une enzyme, on fait une enquête familiale, c'est des pathologies particulières, d'origine génétique, soit on va retrouver des cas similaires dans la famille, sinon on fait un test respiratoire, vous avez la plaque des examens complémentaires de détermination, on fait un test à l'hydrogène marqué pour le sucre, on met de lactose, on a du glucose, du saccharose marqué, et on va voir si le test est positif. Diarrhée d'origine osmotique, dans la plupart des cas, c'est un sucre qui est soit non absorbé, médicament beaucoup plus, soit c'est un sucre qui est mal absorbé par un déficit enzymatique au niveau intervésiculaire et qui vont engendrer un effet osmotique, un effet d'osmose. L'eau va passer je pense que vous connaissez tous l'effet d'osmose. L'eau va passer du secteur le moins concentré vers le secteur le plus concentré. Notre mécanisme diarrhée sécrétoire, il peut être même intriqué, mélangé avec d'autres mécanismes. Diarrhée sécrétoire, ça veut dire que c'est la paroi elle-même qui va exsuder la paroi quand elle est lésée, quand elle est ulcérée, quand elle est inflammée. Elle va sécréter, elle va sécréter de l'eau et du plasma, et ça va provoquer de la diarrhée. On va voir ça surtout dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les atteintes inflammatoires de l'intestin grêle et du côlon, des tumeurs, une grosse tumeur bileuse, je vous dirais qu'on peut diagnostiquer en parler de diarrhée, certains médicaments, par exemple les anti-inflammatoires, mais ce que vous voulez bien, on peut avoir des lésions, par exemple une gastrite, on peut avoir même des observations au niveau de l'intestin grêle ou du côlon, et qui peuvent se manifester par une hypersécrétion, par de l'excitation. Ou rarement par une tumeur endocrine qui sécrète du vaso-intestinal peptique, vasoactif intestinal peptique. Donc, le plan clinique, c'est une diarrhée qui est hydrique. Avant d'oublier, j'avais mis parasitose,
plutôt tolérable. Mais c'est des diarrhées aiguës dans le choléra. Donc, sur le plan clinique, biologique, c'est une diarrhée hydrique qui est très abondante et elle persiste après épreuve de jambes. C'est pas comme la diarrhée motrice. Dans la diarrhée motrice, c'est le patient jeune, s'il s'arrête de s'alimenter, même la diarrhée va s'arrêter, mais dans les diarrhées circulatoires, c'est une diarrhée qui ne prend pas les jeunes, on va avoir l'hypokaliémie et si on fait le dosage du osmotique pour les sels, il va être normal. Pour le diagnostic positif, soit on recherche un médicament responsable, surtout les AMS, on fait une endoscopie avec biopsie, c'est certain, on fait un examen parasitologique des selles, et si vraiment on suspecte une tumeur endocrine qui sécrète des VIT, on fait un dosage. On a aussi un groupe particulier de maladies, qui sont les entéropathie exudatives. La paroi, c'est une perte excessive de protéines, soit par une anomalie de la paroi, soit par un défaut du retour lymphatique. Ça rejoint une partie une diarrhée par un malabsorption par lymphangioplasie. Lymphangioplasie primaire secondaire se manifeste souvent par ce genre de tableau, d'entéropathie exudative. Donc on a une perte excessive de protéines à travers la paroi. C'est des tableaux assez brillants, des œdèmes du membre inférieur, polycédite, une assiette, une infection pleurale, voire monazarque. Ce plan biologique, une hypoprotéine sévère, une hypogrammaglobulinarie, et un dosage assez particulier. Je vais parler des examens biologiques de deuxième indication. On peut faire un dosage de la clémence de lentement et qui est très élevé. Les causes sont des anomalies pariétales de l'intestin, surtout l'adiprom, les radiations, le diagnostic se fait par l'immunoscopie, certainement, et les lymphangiectasies primitives ou secondaires, comme on avait vu, donc c'est tout obstacle au retour lymphatique, depuis le chylifère, depuis la paroi de l'intestin, jusqu'au cœur droit, tout obstacle au retour lymphatique peut se manifester par une entéropathie exudative par de la terre. En dernier, un dernier mécanisme, c'est la diarrhée volumogénique. C'est surtout le volume de sécrétion digestive qui est très important. Donc, une inondation de la lumière de l'intestin et du côlon par des sécrétions anormales et presque une seule étiologie qu'on peut retenir ici pour la diarrhée volumogénique, c'est un syndrome de volumigation au niveau gastronome. Une sécrétion accrue, une sécrétion tumorale de gastrite par une tumeur souvent localisée au niveau du pancréas, l'œdémome, parfois de l'antre gastrique, et cette gastrine va stimuler la sécrétion indique la sécurité qui est de mucus et elle va aussi stimuler la sécrétion pancréatique. Et tout ça va se manifester par une inondation de l'intestin par les sécrétions et provoquer de la diarrhée. Voilà, donc on arrive à la fin. Pour la diarrhée chronique, je dis que les mécanismes sont variés, sont souvent intriqués, regroupés, pour faire des examens hiérarchisés. Ce ne sont pas des examens en vrac, mais il faut avoir un raisonnement, il faut regrouper la diarrhée. Si vous expliquez une diarrhée motrice, il y a un certain examen à faire. Si vous avez besoin de diarrhée par malabsorption, pensez à certaines pathologies, donc accès aux explorations de la biologie et etc. S'il n'y a pas vraiment d'orientation étiologique, on reste méthodique pour des examens
première intention, vous en avez aux X standards, TSH, GVIH, anticonsulitaminase, pas les oublier, les examens de première intention, un nombre de c'est des examens clés pour les diarrhées d'origine thermique. Si vraiment vous êtes coincé, là, on peut aller faire des examens d'imagerie particuliers, voir les examens de ça. Je vous remercie. Je pense qu'il y a énormément de questions. Je vais essayer de répondre une par une. Je vais vous dire au début. Alors. Pas tous les maladies auto-immunes, maladie auto-immune, j'en ai parlé dans l'interrogatoire. Pour rechercher la notion de maladie auto-immune, c'est pas, la maladie auto-immune elle ne va pas être elle-même la cause de la diabète. Hein. Il faut rechercher les maladies auto-immunes parce qu'elles sont souvent associées à des maladies digestives particulières. Par exemple, si vous interrogez un malade, je dis qu'il est suivi en rhumatologie pour une spondylarthrite anchylosante, une SPA, là, il présente de la diarrhée chronique, là, il faut faire une coloscopie rapidement. Maladie auto-immune, c'est pour rechercher une association avec une maladie digestive. Ce n'est pas la maladie, n'importe quelle maladie auto-immune, elle va donner de la diarrhée. Non, ça c'est pas. Il faut voir s'il n'y a pas une association entre une pathologie digestive et la maladie auto-immune. Alors, comment on passe à côté d'une colite microscopique en cas de diarrhée, on ne va pas explorer d'une colite. Pour la colite microscopique, il y a certaines colites microscopiques qui sont associées, par exemple, à la maladie cœliaque, où la majorité, elles sont dues à une crise médicamenteuse chronique. Voilà, des médicaments qui peuvent provoquer voilà, ce genre d'inflammation particulière au niveau de la paroi du côlon. Vous avez de la diarrhée chronique, je vous ai dit, dans les examens de première intention, vous avez l'endoscopie haute, vous avez l'endoscopie basse avec des biopsies du grêle distal et du côlon de façon systématique, même s'il n'y a pas de lésion muqueuse. Et c'est comme ça qu'on fait le diagnostic de colite microscopique. Si vous avez un malade qui prend par exemple un médicament particulier, il prend de la carbose, il prend du cyclosporine fort au long cours, il prend ça tout seul, sans avis médical, par exemple la simvastatine, un certain niveau leptique. Si vous suspectez une colite microscopique, vous allez faire une endoscopie basse. Non, on est d'accord. On fait une endoscopie basse avec biopsie, du grêle, du sang, du lion terminal et du côlon, et à l'histologie, vont nous confirmer l'origine de cette colite microscopique. Donc c'est ça. Hein. Diarrhée chronique, on va faire une endoscopie basse, c'est certain. Je vous ai dit, examen de première intention. Ça fait partie des examens de première intention. Voilà. C'est trois flush. Donc, flush, pourtant, j'ai expliqué. Donc, flush, c'est un érythème. C'est un érythème. C'est un érythème qui ressemble un peu à l'urticaire. C'est un érythème qu'on peut voir sur la paroi du thorax, en général sur le visage. C'est comme, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous voyez que quand quelqu'un, par exemple, quelqu'un a honte, ou quelqu'un qui va s'énerver, il devient tout rouge. Son visage devient rouge. C'est ça le flush. Voilà. C'est typiquement ça. C'est ça le flush. Et le flush syndrome, qui est associé au tumeur carcinogène, il regroupe cet érythème avec d'autres symptômes digestifs. Donc avec des crampes, des douleurs, de la diarrhée, hein, et des bouffées de chaleur.
anticarcinogènes vont sécréter de l'histamine, mais surtout de la sérotonine. Je vous ai parlé, moi, des différentes cellules endocrines la dernière fois. Au niveau de l'estomac, on les appelle antichromatine light, elles sécrètent de l'histamine. Et au niveau de l'intestin, on les appelle antichromatine, toujours, elles sécrètent surtout de la sérotonine. Donc, cloche et éricane. Alors, glossite, ça veut dire quoi? Glossite, ça veut dire inflammation de la langue. Glossite. L'inflammation de la langue est la cause principale des glossites, en dehors des causes infectieuses, c'est la malabsorption des micronutriments. En cas de syndrome de malabsorption, on peut avoir une glossite. Alors, chez certains porteurs de maladies cœliaques, on voit souvent une glossite. Une inflammation de la langue. Alors, pourquoi on dose le fer cédrique? Ben, pour voir s'il y a un déficit en fer, s'il y a une malabsorption du fer, c'est ça qu'on fait un dosage de fer. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que la diabète que nous avons compris dans la bibliase? J'ai vu sur la. Je viens de dire sur la plaque pour la gerbiose, la diarrhée, on ne voit surtout chez l'enfant. La diarrhée chronique, on voit surtout chez l'enfant. Chez l'adulte, c'est rare. On va voir de la diarrhée chronique à cause du diabète. Pour l'amybiase, la diarrhée elle est aiguë. Pour l'amybiase, la diarrhée elle est aiguë, elle n'est pas chronique. Dans l'amybiase intestinale, la diarrhée elle est aiguë. Voilà. Par quel mécanisme la pancréatite chronique entraîne de la diarrhée chronique? Par une insuffisance pancréatique exocrine. Donc la pancréatite chronique va, au fil du temps, au fil des années, va détruire le parenchyme pancréatique. Elle va le détruire. Elle va détruire le pancréas endocrine et le pancréas exocrine. On savez très bien que parmi les complications de la pancréatite chronique, on a le diabète, lorsqu'il y a une destruction du parenchyme endocrine, et on a à côté, là, le syndrome de maladie, le taux de graisse. La pancréatite chronique c'est une inflammation fibrosante du parenchyme pancréatique. Elle va permettre la destruction du parenchyme et de ce fait se compléter par une insuffisance pancréatique. Il y aura un déficit des enzymes pancréatiques. Et le déficit des enzymes pancréatiques va se compléter, il va se manifester par une malabsorption des graisses. Alors, qu'est-ce que rouge caramel? On donne un sucre qui est coloré, un sucre avec un colorant. Un sucre dans de l'eau et avec un colorant rouge. On donne un malade boire et on surveille la coloration des sels. Ici, les premières selles rouges apparaissent avant 8 heures. Là, on est devant une accélération du temps. Tout simplement. Donc, on donne au malade des sucres dilués dans de l'eau avec un colorant et le malade le boit et on surveille l'aspect des selles. Si les premières selles rouges apparaissent avant 8 heures, on est devant une accélération du transit. En théorie, la défécation dure 20 ans. Alors, que signifie la présence de glaire de façon intermittente? Alors, présence de glaire de façon intermittente, sans diarrhée, oui, ça peut exister. Le malade peut avoir un transit normal, des selles moulées, des selles un peu dures, et avec des glaires. Ça signifie qu'il y a une irritation de la muqueuse, il y a quelque chose qui exude, là où il y a des ulcérations, il y a une anomalie au niveau de la paroi lacécienne. S'il y a des glaires au niveau des selles, il faut faire une endoscopie basse obligatoire. Voilà. Maladie de Whipple, c'est une entéropathie infectieuse.
C'est une atteinte infectieuse de l'intestin grêle par une bactérie particulière. On appelle Clostridium difficile. C'est une maladie rare, hein, une maladie très rare. Elle se manifeste par un tableau de diarrhée chronique avec malabsorption, syndrome provincial, des douleurs abdominales, un syndrome chronique et une atteinte articulaire, oculaire, neurologique. Le diagnostic se fait par une étude bactériologique, une coloration assez spéciale en histologie sur les biopsies de l'intestin grêle proximal. On va retrouver des macrophages RAS positifs, une coloration un peu particulière qui est typique de l'atteinte de la maladie de l'État. Est-ce que maladie cœliaque peut se manifester tardivement? On a dit oui, maladie cœliaque, elle peut se manifester à n'importe quel âge. Alors, le diarrhée osmotique, diarrhée sécrétoire. La diarrhée osmotique, je vous ai dit que c'est un sucre concentré qui est au niveau de la lumière qui va faire un appel d'eau par un phénomène d'osmose. Donc l'eau va passer du milieu le moins concentré au milieu le plus concentré, il y aura une dépasse. La diarrhée sécrétoire, l'anomalie, elle est au niveau de la paroi. C'est la paroi qui va sécréter. C'est ça la différence entre la diarrhée osmotique et la diarrhée sécrétoire. La diarrhée sécrétoire, c'est la paroi intestinale qui est malade. Pour la diarrhée osmotique, il y a une substance au niveau de la lumière intestinale qui va faire un appel. Alors, est-ce que le cholestéronisé peut avoir une diarrhée chronique tardivement? Non. Le cholestéronisé, non. Il n'y a pas de rapport entre la cholestéronie et la diarrhée chronique. Pour la colère, pour dans le syndrome de malabsorption par atteinte préentéricitaire, une anomalie luminale, je vous dis qu'il y a la cholestase, ou les anomalies du cycle entérohépatique de ce cycle bulbaire. Alors, première chose à évoquer devant une diarrhée chronique, c'est VIH. Bon, on avait dit examen de première intention, examen de débrouillage, donc une sérologie de VIH, c'est un rappel indicateur pour les habilitatismes, on fait du progrès, comme une sérologie de VIH. Par ordre de fréquence, c'est les atteintes infectieuses de l'intestin. Après, il y a les causes tumorales. Dans le VIH, la cause de diarrhée, en général, les plus fréquentes, c'est les atteintes bactériennes et les atteintes parasitaires de l'intestin. Après, on a les causes tumorales. Il y a un déficit immunitaire. La première cause, ce sont les atteintes parasitaires, bactériennes, virales, donc la cryptosporidiose, l'entérite ACMV, et après, on a les causes tumorales. Alors, donc, la sur tous les matins de sel, Bristol 5, était une diarrhée. Une selle matinale, même de type de Bristol 5, très liquide, on ne peut pas dire que c'est une diarrhée. On ne peut pas dire que c'est une diarrhée. C'est une forme utilisée très typique de bon, pour le traitement de l'ostéoporose, à ma connaissance, les médicaments contre l'ostéoporose n'engendrent pas de diarrhée. En sécurité, c'est une diarrhée chronique. Chez cette dame, il faut faire des examens de première intention, des embryologies complets et une endoscopie orthopathie. Les médicaments contre l'ostéoporose ne donnent pas de diarrhée. À ma connaissance, ce genre de médicaments ne donnent pas de diarrhée, notamment de diarrhée chronique. S'il y a d'autres
Alors, peut-on avoir une diarrhée chronique suite à non. Cholestectomie, non. La cholestectomie peut provoquer de la gastrite par reflux de la bile au niveau de l'estomac, mais elle ne donne pas de. Elle va donner une gastrite chimique, une gastrite inflammatoire. Mais elle ne donne pas de diarrhée chronique. Ça n'a rien à voir. Alors, autre question. Résection idéale dans le cas de la diarrhée. Ça dépend de son siège et ça dépend de l'étendue de la résection. Une résection iléocécale, si on enlève la valvule iléocécale, on peut avoir par exemple du reflux, une gastrocolite. J'ai dit par exemple pour la pullulation microbienne, on peut avoir une pullulation microbienne. Il y a des selles qui vont refluer du côlon vers l'intestin, parce qu'il n'y a plus de valvule iléocécale, et on peut avoir une pullulation microbienne. Il faut donner de la diarrhée chronique. On donne des antibiotiques, ça va régler le problème. On le voit souvent chez les malades opérés, par exemple pour une maladie de Crohn. Et il y a aussi les résections iléales distales étendues. Elles peuvent se manifester par une baisse des acides biliaires, une baisse du capital des acides biliaires, parce que je vous ai parlé tout à l'heure, les acides biliaires sont absorbés au niveau du lion distal pour revenir vers le foie et être excrétés ou sécrétés de nouveau dans la bile pour faire leur travail, pour permettre la digestion et l'absorption des graisses. Donc, si on a des résections iléales étendues, surtout iléales distales, on aura avec le temps une baisse du capital. Donc le taux d'acide biliaire qu'on a avec le temps, ça va baisser parce qu'ils ne sont pas absorbés et ils ne reviennent pas vers le foie. Donc on aura une anomalie du cycle entérohépatique. Alors, test d'exilose, test tuning, test d'exilose, on le fait pour le test d'exilose, il ressemble un peu au test respiratoire. On peut les faire pour le diagnostic d'un syndrome de malabsorption entérocytaire, pour voir s'il n'y a pas de déficit enzymatique ou pas. Le test chimique, c'est pour l'absorption des protéines. Il faut savoir que ce sont des tests qui ont été abandonnés. On les fait plus, on les demande plus. Alors, peut-on avoir une diarrhée chronique suite à non. Je ne sais pas pourquoi les gens reviennent souvent sur la cholestectomie. Non. Vous idées que la cholestectomie n'a rien à voir avec la diarrhée chronique. Les seuls deux problèmes qui peuvent provoquer de la diarrhée chronique sont la cholestase chronique, l'obstacle chronique sur les voies biliaires, et l'anomalie du cycle entérohépatique des acides biliaires. Voilà. S'il y a d'autres questions ou pas. Est-ce que vous avez des questions? D'autres questions? On ne peut pas avoir de diarrhée suite à une cholécystéctomie. Alors, pour le test respiratoire de l'urée, mais ça n'a rien à voir, le test respiratoire à l'urée pour le dépistage. Ça n'a rien à voir avec la diarrhée chronique. C'est un test diagnostique pour l'hélicobacter pylori. Il n'y a pas de place pour la diarrhée chronique. Ne le fait pas.
pourquoi ça revient souvent sur la cholestéronie, ça n'a rien à voir. Entéropathie exudative, certains qui nous disent en revenir sur le bac. Voilà. Les entéropathies exudatives, c'est une perte protéique par atteinte de la paroi. Soit l'atteinte par une maladie qui va toucher les entérocytes, ils sont ulcérés, ils sont détruits par un phénomène inflammatoire, soit par un obstacle. Il y a un obstacle et ça va permettre une exsudation, ça va fuiter. On a soit des lésions muqueuses, soit des lymphangiectasies. Dilatation en amont de l'obstacle, en aval de l'obstacle. Dans l'entéropathie exudative, ce qui est particulier, c'est parce qu'on a une perte excessive de protéines, de plasma dans les selles, et on a aussi une perte de graisse. Il faut savoir que les triglycérides ou le cholestérol, quand ils sont absorbés par la paroi de l'intestin, par les entérocytes, et ils passent par la circulation lymphatique d'abord. Ils passent par le chylifère et la circulation lymphatique. Donc, dans les entéropathies exudatives, on a une perte de protéines et quand on fait le dosage sanguin, on retrouve souvent une hypocholestérolémie et une hypotriglycéridémie. Un signe particulier des entéropathies exudatives. Par le blocage lymphatique. Voilà. Est-ce que la diarrhée chronique constitue un motif d'hospitalisation? Pour la diarrhée chronique, en motif d'hospitalisation, sauf si vraiment l'état du malade grave, s'il est dénutri, s'il est amaigri, s'il y a un amasage, s'il y a des déclenchements, des œdèmes, on peut hospitaliser un malade et faire les examens complémentaires au milieu hospitalier. Mais si le malade, son état le permet, on n'hospitalise pas, on prend le malade en consultation, et on demande des examens biologiques nécessaires, on demande des imageries et les endoscopies, c'est ça. Nous, on peut le programmer chez vous et vous faites votre programmation. Il faut faire rapidement. Il y a chronique au système, si c'est de l'intestin irritable, mais sinon, d'autres pathologies, il faut faire. Est-ce que le test secondaire, tuberculose intestinale, oui, mais rarement ça donne rarement un tableau de diarrhée chronique, mais elle peut être responsable. On peut la citer. On peut la citer. C'est pas fou. La tuberculose intestinale, on peut la citer parmi les causes de diarrhée. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou pas. Je ne sais pas si on a encore du temps. Alors, si vous avez d'autres questions, il faut faire vite. Je ne sais pas si vous avez fait le cours sur la maladie cœliaque. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Est-ce que vous avez fait le cours sur la maladie cœliaque? Non. Très bien. Voilà.
du cœliaque, je vous ai fait un petit résumé. Tableau clinique varié. On peut avoir de la diarrhée chronique, malabsorption, syndrome carentiel. Protéine responsable, c'est un composant du gluten, on appelle l'alpha-gliadine. C'est une allergie, en résumé, c'est une allergie de la paroi du grêle à une protéine du gluten, à la gliadine. Alors, elle va se manifester par une atteinte inflammatoire et immunoallergique de l'intestin. Et il faut savoir qu'il y a aussi des tests qu'on appelle une type HLA qu'on peut faire. La maladie cœliaque, 90% sont porteurs de l'allèle DQ2 de Covid. Dans certains pays, si on suspecte vraiment le diagnostic, on n'arrive pas à le confirmer, on peut même aller jusqu'au type HLA. Et faire différence entre colique et médusage. Ça c'est à peu près la poussée, ça veut dire qu'on connaît déjà la maladie. On peut dire même une colite entre poussée sévère. Il n'y a presque pas de différence. C'est selon l'équipe. Colite est grave, poussée sévère, il y a des critères, il y a des classifications à connaître. Mais c'est à peu près le même. Ça a la même signification. On réserve le terme poussée sévère en général sur des malades qui ont déjà connu. Le cœliaque, je passe le tour. Si je reviens à la maladie cœliaque, quand on suspecte, on fait un dosage des IgA antitransglutaminase. S'il est positif, on complète par une endoscopie avec biopsie duodénale. Et s'il est négatif, on fait des IgG antitransglutaminase avec un dosage des IgA total et un dosage des anticorps anti-endomésiens. Après, par exemple, si ces trois tests sont négatifs, donc les IgG antitransglutaminase, les IgA total et les anticorps anti-endomésiens, qui sont négatifs, on peut être certain qu'il n'y a pas de maladie. Alors, contre-indication de l'opéramide. De l'opéramide, on a grosso modo deux contre-indications. Soit des obstacles, donc les sténose, on ne donne pas de l'opéramide, soit il y a une infection. En cas de sténose et en cas d'infection, on ne donne pas de l'opéramide.